Qu'il dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'un an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long, chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien, ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées, avec cette responsabilité colossale qui n'incombe qu'à elles seules de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je m'appelle Pauline Chamard-Boudet et vous écoutez Sorori-Tété. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous plus différents les uns que les autres, chacun avec son lot de difficultés et leur quête de solutions. Avec ses galères et ses petites victoires, avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Et pour ce 2e épisode, je reçois Mathilde. Salut Mathilde. Salut Pauline. Merci beaucoup de répondre à cette sollicitation pour ce 2e épisode. Avec plaisir. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter un petit peu ? Oui, alors je m'appelle Mathilde, j'ai 39 ans et je suis la maman de 2 enfants, Léonie 6 ans et demi et Timothée 21 mois. Ok, donc tous les deux allaités. Allaité, voilà. Léonie, je l'ai allaité 27 mois et Timothée, il est encore allaité. Ok. Il n'y a pas de date de fin prévue pour l'instant. D'accord, super, trop bien, bah, bravo déjà. Merci. Pour ta première, du coup, premier enfant, donc, quand tu connaissais pas du tout l'allaitement, est-ce que tu as toujours eu envie d'allaiter tes enfants quand tu t'étais projetée dans cette aventure de maman ou pas du tout ? Je me projetais un peu, moi j'ai été allaitée. Pas sur un allaitement long, mais voilà, donc c'est pas quelque chose. Voilà, j'ai vu des photos de moi allaitée, donc c'était un peu ancré en moi. Je me disais pourquoi pas tenter, mais je pensais vraiment pas allaiter longtemps. Je m'étais dit, voilà. Tu t'étais dit quoi à la base ? Je m'étais dit allez, au moins 3 mois, parce que je sais que il y a du bénéfice, donc je tente. Et puis à chaque fois, je dis allez, on va tenir encore un peu plus, parce que c'était pas été simple au début. Et puis voilà, puis finalement on est arrivé à 27 mois. Ça me rassure quand les gens ils disent on va tenir encore un peu plus, parce que pareil, moi étant en train d'allaiter aujourd'hui, il y a des moments où je me dis allez, faut s'accrocher. Et je trouve ça rassurant de dire en fait c'est pas tous les jours un long fleuve tranquille, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire et de mener à bien pendant longtemps qu'on a tous les jours envie d'allaiter non plus, quoi. Donc ça fait du bien de l'entendre des fois. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la mise en place de ton tout premier allaitement ? Alors, quand j'ai accouché, donc on a essayé de faire la tétée d'accueil. Oui. Voilà, Léonie n'a pas tété. Elle n'arrivait pas à téter, donc on a... Sa bouche était trop petite ou... Elle n'arrivait pas à attraper le sein. Ouais. Ça marchait pas. Donc dans la salle d'accouchement, voilà, ça n'a pas fonctionné. On a essayé plusieurs fois ensuite et vraiment, elle avait du mal à prendre le sein. Donc après, il y a plusieurs sages-femmes qui passent et avec chacune un discours et des conseils différents. Voilà. Donc voilà, donc c'était pas simple. Là, on nous avait conseillé des bouts de sein pour l'aider à prendre le sein, pour qu'il y ait une meilleure prise. Donc on a essayé les bouts de sein, donc dès la maternité. Et puis comme c'était un petit bébé déjà de base, elle pesait 2,9 kg et elle avait perdu pas mal de poids à la naissance, donc on nous mettait un peu la pression pour qu'elle mange. D'accord. Donc on a, je pense, au bout de 24 heures, on a mis un biberon de lait artificiel. Ok. Voilà, pour qu'elle mange. Elle réclamait, elle, ou ça allait ? Non, elle dormait beaucoup. Ouais. Elle dormait beaucoup, donc on devait la réveiller pour qu'elle tète, donc ça marchait pas des masses. Voilà. Mais on nous disait, il faut qu'elle tète toutes les 4 heures, donc on mettait les réveils pour qu'elle tète toutes les 4 heures. Et donc, ça marchait pas très bien. Donc, elle grossissait pas beaucoup. Mais elle a quand même pris assez de poids pour qu'on puisse sortir de la maternité au bout de 3 jours. Donc, on n'est pas resté plus longtemps que
Donc les boutins, ça a fonctionné? Ça a fonctionné, mais c'était pas non plus miraculeux et donc on a mis en place un tire-allaitement. Donc je complétais avec mon lait. Je tirais mon lait pour pouvoir compléter avec des biberons parce qu'elle prenait quand même mieux le biberon. Ça a fatigué beaucoup de tétée en fait. Elle n'arrivait pas très bien et moi c'était très douloureux. J'ai eu des crevasses pendant très longtemps. Ça, c'est tanné, ça. Ouais. Et du coup, voilà, on faisait ça, je tirais et on complétait donc avec un biberon de lait, de mon lait à moi. Et il y avait pas, c'était pas des problèmes de frein de langue ou de choses comme ça? Alors j'ai fait vérifier parce que je me posais la question. Donc j'ai été voir une conseillère en lactation. Mhm. euh, Parce qu'on m'avait aussi dit que les bouts de sein, ça pouvait freiner aussi la mise en place de la lactation Ouais. parce que du coup, ça ne stimulait pas assez la lactation. Donc on m'a dit qu'il fallait arrêter. Voilà. Ça, c'est toujours pénible, j'en ai aussi. Et c'est compliqué quand on te dit, tiens, il y a ça comme solution, mais attention, si tu la prends, cette solution, il y a aussi les effets négatifs. Alors oui, il faut le savoir, c'est bien. Mais sur le moment, c'est un peu décourageant. On ne sait pas trop quoi Voilà. faire, quoi. Et puis en fait, chaque professionnel a un avis différent sur le sujet. Et c'est compliqué effectivement de se positionner. Et en plus, toi, tu es juste fatigué et Ouais, tu as c'est mal. ça. Tu sais pas trop, tu sais pas trop quoi penser. Donc tu essayes de suivre les conseils, mais en plus, quand tu changes de stratégie tous les 2 jours, c'est compliqué de Ouais. voir ce qui fonctionne ou pas. Voilà, donc là, a priori, donc il n'y avait pas de problème de frein de langue, mais bon, on sentait quand même que voilà, la langue claquait, qu'il y avait une mise, voilà, la mise au sein n'était pas terrible. On sentait que c'était pas très efficace. Mais on a continué comme ça. Je pense qu'on a dû faire 1 mois et demi comme ça. Et puis et après, c'était très fatigant du coup. Parce que toi, tu allaitais, tu tirais ton lait, tu lui donnais le biberon. Enfin, Voilà. ça devait être Donc en fait, exténuant. on lui donnait le biberon, après elle s'endormait. Donc là, je tirais mon lait pour la tétée d'après. Et après, il faut laver tout le tire-lait, tout ça. Et puis, en fait, elle se réveillait une demi-heure après, il fallait recommencer. Donc en fait, tu dors peu. Et en plus, avec la pression des pesées, pour être sûr qu'elle prenne du poids. Donc c'était c'était un peu pesant. Et je crois qu'au bout d'1 mois et demi, on a dû arrêter le tir-allaitement. Parce que aussi, j'avais la peur que comme il y a les biberons, qu'il y a une confusion ou qu'elle arrête l'allaitement, qu'elle continue que sur le biberon. Bon, ça aurait été pas dramatique avec le recul, mais voilà. Je n'avais pas envie non plus d'arrêter l'allaitement tout de suite. Je m'étais fixée de passer au moins l'hiver, de faire au moins tout l'hiver, parce que je sais que pour tout ce qui est... Donc elle est née fin décembre. Voilà, elle est née fin décembre, voilà. Donc je m'étais dit au moins on arrive au printemps, on fait au moins 3 mois d'allaitement et comme ça elle est plus protégée au niveau virus. C'est quand même pas mal d'avoir l'immunité de l'allaitement. Puis tu avais peut-être la reprise du travail aussi qui se profilait à ce moment-là. La reprise du travail, oui, c'était en avril. Donc voilà, donc on s'était dit on va faire comme ça. Ouais. Et puis en fait, ce qui a fait que... Donc on a enlevé les biberons. On n'a mis que le sein et au bout d'un moment, ça a venu. C'était quand même assez douloureux encore. Hein. La prise de sein était vraiment pas bonne. Donc en fait, il y avait souvent des crevasses, mais bon, je m'y faisais. Et on a continué comme ça. Ensuite, j'ai repris le travail. Donc là, elle était au sein. Elle était au sein. C'était bon, elle s'était fait. Elle s'était fait au sein. Et il y avait encore des biberons. Il y avait encore... non, on a réintroduit le biberon chez la nounou. Et donc c'était ton lait ou c'était du mixte? C'était mon lait. Okay. Oui, parce que je tirais encore mon lait. Je tirais mon lait au travail pour pouvoir lui en donner. Et donc en fait, l'arrivée du travail, tu décides de continuer en fait. Oui, je décide de continuer. Et de toute façon, en fait, je continue de vouloir allaiter. Donc je tire mon lait aussi parce qu'il fallait que je tire dans la journée. Elle était petite encore, elle avait 4 mois, donc c'était douloureux si je ne tirais pas. Oui, voilà. C'est clair. Et on complétait quand même avec un peu de lait artificiel chez la nounou. Parce que parfois, c'était plus simple, j'avais pas non plus beaucoup de stock. Et il se trouve que... Donc là, ça se passait pas trop mal. Et il se trouve qu'à 6 mois, elle a commencé à refuser le biberon du jour au lendemain. On n'a plus jamais voulu prendre le biberon. Que ce soit mon lait ou du lait artificiel, elle n'a plus jamais voulu. Bon. Donc... Et toujours, enfin, je veux dire, après, ça s'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Ok. Bon, au bout d'un moment, j'ai lâché, hein, mais ça n'est jamais revenu.
On a essayé plein de biberons, plein de tétines, plein de personnes, voilà. Donc du coup, comment tu faisais quand elle était en garde Et ben, on est passé au yaourt. Ok. Au yaourt. Elle était petite, hein, normalement, on aurait, voilà, il n'aurait pas fallu faire ça, mais on n'avait pas le choix. Parce qu'elle était à peine à la... Elle avait 6 mois. Ok. Elle commençait à être diversifiée, mais on dit que voilà, quand ils sont petits, c'est bien d'avoir des yaourts spéciaux, des choses comme ça, mais elle, Parce que c'est trop gras, peut-être parce que dans le lait, en tout cas dans le lait, même lait artificiel, ils sont complétés en vitamines, ils sont Oui. complétés en plein de trucs. Et, voilà, il n'y a pas que du lait, quoi. Mm. Voilà. Mais voilà, on n'avait que ça. Et c'est vrai que, en fait, les médecins, c'était difficile d'en discuter, puisque moi, on m'avait dit dès 3 mois, ben, si elle dort pas la nuit, c'est parce qu'il y a l'allaitement. Mhm. Donc, il faut. Le problème, c'est l'allaitement, en fait. Il faut passer à autre C'est vrai chose. qu'un bébé de 3 mois qui dort pas, ils n'ont jamais vu Voilà. ça. C'est très C'est ça. rare. Maintenant, il faut dormir toute la nuit à 3 mois. Voilà. Ouais, et les mamans qui ont des enfants au biberon qui se disent non, moi non plus, il dort pas la nuit, alors qu'il y a un biberon, ça change rien. Alors, donc attends, si je reprends du coup, donc là, elle a 4 mois, donc en gros, tu lui fais téter le matin, Oui. des yaourts la journée, Oui. et téter le soir et la nuit en fait. C'est ça. Bah, plutôt à 6 mois avec les yaourts. À Parce 6 que mois, de pardon. 4 à 6, elle a quand même pris des biberons chez la nounou. Oui, c'est Et ça. à partir Ça, de 6 6, il y mois. avait la journée chez la nounou. Donc 4 jours par semaine, elle avait des yaourts. Et après, nous, le week-end, et lundi, elle était avec moi aussi. C'était voilà, un peu tété à volonté, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'était à la demande. Je suis restée assez longtemps à la demande. Un peu, voilà. Je sais que chacun a ses avis là-dessus, mais moi, Ouais. c'était un peu tété câlin aussi. Voilà, c'était pas que alimentation, quoi. Ouais, j'entends pas mal de commentaires aussi sur la tétée à la demande. Ce que je pensais pas recevoir. En fait, c'est marrant, mais je sais pas si toi ça fait pareil. En fait, t'as l'impression qu'il y a peut-être un peu des oppositions, qui est un peu dommage entre les mamans non allaitantes et allaitantes, que je trouve dommage, parce que voilà, c'est plutôt un choix, et après, enfin, respecter tous les choix, qui sont tous valables. Mais j'ai des mamans qui ont allaité et qui me faisaient des réflexions sur le côté tétée à la demande, alors qu'on dit, en fait, je sais pas, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour te dire ce qu'ils pensent de ta façon de faire, et c'est assez, je trouve ça assez intéressant. Et donc tu disais, à 3 mois, t'as un médecin, c'est un pédiatre qui t'a dit que c'était à Un cause de pédiatre. l'allaitement. Ouais, Un c'est pédiatre. fou. Mais C'est un fou. pédiatre un peu vieille école. En fait, on se rend compte, même pour mon fils, du coup, même 5 ans plus tard, qu'on te dit, quel que soit, qu'ils ont les mêmes normes pour des bébés allaités et des bébés au biberon. Mmh. C'est un biberon, ils disent, en fait, on m'a dit, non, là, à 4 mois, faut qu'il ait 4 4 T, tétés. ouais. 4 tétés. Il tète beaucoup trop, c'est ça le problème. Et on dit, en fait, non, ça marche pas. Bah, Après, c'est compliqué de s'opposer à un médecin, et puis en plus, c'est compliqué de trouver des médecins. Donc, on va pas non plus en changer tous les 4 matins. Mais voilà, en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de formation. Alors, il n'y a pas assez de veille, parce que les dernières infos là, que j'avais lues sur l'étude de l'allaitement, à peu près à ces âges-là, on a encore entre 6 et 8 tétés. En fait, c'est pas anormal. Voilà, puis c'est le lait maternel se digère beaucoup plus vite. Des bébés qui vont parfois, suivant comment tu produis ton lait, parfois c'est des tétées qui sont quand même moins consistantes, voilà, qui ont moins de quantité, moins de millilitres. Donc voilà. Et puis il y a les tétés câlins, et c'est vrai que c'est compliqué de dire, je sais pas combien. Ouais, tu sais pas combien ton bébé il prend. Est-ce qu'il a fait une tétée juste pour téter, mais est-ce que c'était vraiment nutritif, tu sais pas. Donc, tu vas pas l'affamer pendant 4 heures. Bon, après, moi, je suis comme ça parce que je ne peux pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, après... Mais c'est un vrai don de soi, quand même. Hein. Ah bah complètement. Ça, c'est un don de soi. Et moi, je pensais pas que c'était aussi difficile. Et je pensais pas, en ayant 2 allaitements complètement différents, je pensais pas qu'effectivement, ça pouvait être aussi difficile, aussi contraignant. Enfin, faut dire ce qu'il y a. En fait, j'encourage toutes les mamans qui souhaitent le faire à allaiter, et à allaiter le plus longtemps possible et dans les conditions qu'elles le souhaitent. Mais c'est tellement, tellement dur, enfin, physiquement, logistiquement, effectivement, c'est très compliqué. J'ai une pédiatre, moi, qui m'avait dit sur les bébés, c'était des bébés gourmets, les bébés allaités. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était là, et puis du coup, qu'ils y revenaient, et justement, qui m'avait dit, il ne faut pas se focaliser sur le nombre de tétés, en fait. C'est lui qui se gère, et malheureusement, soit c'est la maman qui décide d'imposer un rythme parce que ça ne lui convient pas, elle. Soit si on est plus dans la team, je vais répondre aux besoins de mon bébé plutôt que de lui imposer un rythme. Dans ce cas-là, forcément, c'est plus contraignant, quoi. Mais des petits gourmets.
Et donc, passé les 6 mois, Ouais, donc voilà, on a cette routine qui se met en place c'est et ça. ça dure combien de temps? Bah, ça a duré là, on était parti sur un rythme, voilà, on est resté comme ça jusqu'à la fin de l'allaitement. Pendant OK, 27 mois, il y a pas eu voilà, elle tétait beaucoup, elle s'endormait au sein, d'accord. elle tétait la nuit, heu Combien de temps la nuit? Ça a été longtemps? jusqu'à ce qu'on jusqu'à 27 mois, Ouais. en fait, Et parce que voilà, encore une fois, c'est pas normal. Surtout, je crois que ouais, le sevrage, on le recommande pas avant 1 an. Je crois le oui, sevrage de nuit, c'est en tout ça. cas, n'est pas recommandé avant 1 an. Donc, ne vous inquiétez pas si vos bébés ne font pas leur nuit avant 1 an et qu'ils sont allaités. D'ailleurs, s'ils ne sont pas allaités non plus, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je connais des gens très bien à qui c'est arrivé. Mais oui, effectivement, donc c'était dû encore à la demande, C'était à la régulièrement. demande, voilà. Après, c'est vrai que c'était sur la fin, voilà, à partir de 2 ans, elle réclamait à téter dès qu'elle avait pas mon attention. Dès que je faisais autre chose, voilà. Ah, ok. Et voilà, c'était vraiment si je recevais un coup de fil, s'il y avait Mmh. quelqu'un, voilà, qui me parlait, il fallait qu'elle réclame à téter. Donc il y Mmh. avait aussi ça qui s'était installé. Et puis la nuit, voilà, c'était un bébé qui se réveillait toutes les 2 heures pendant très longtemps. Alors après, est-ce que c'était un rythme qui s'était installé? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, entre-temps? On pense qu'il y a eu un reflux aussi qui était là, Mmh. qui s'est, vraiment déclaré à l'arrêt de l'allaitement, en fait. Ok. Donc je pense, en fait, elle tétait souvent pour, apaiser un petit peu, D'accord. peut-être des brûlures, puisqu'à l'arrêt de l'allaitement, on a vraiment eu besoin du Gaviscon parce qu'il y avait des vomissements, tout ça. Ah Alors ouais, qu'avant, il y avait pas du tout. d'accord. Donc je pense qu'il y avait ça, mais bon, on saura jamais et le médecin me croit pas trop, mais Ouais, voilà, mais en général, les mamans, elles savent. voilà. Donc je pense qu'il y a eu ça qui a compliqué aussi le sommeil. Et voilà, le sommeil, de toute façon, reste toujours un peu compliqué pour Léonie aussi, mais le sevrage n'a pas amélioré le sommeil. Comme quoi. Voilà. Donc là, ça, c'est le truc. Pareil, je sais que je l'entends énormément. Et que si tu passes au sevrage et que ton enfant ne dort toujours pas, là, c'est. Alors que tu es épuisé, peut-être que bon, et que tu te reposes pas et que tu arrêtes d'allaiter, c'est d'être Mmh. hyper dur. Donc, n'écoutez pas ce genre de conseils qui ne sont pas fondés. Et d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement hein, qu'un enfant, en tout cas à partir de 6 mois, un enfant qui est, il faudra que je vous mette les sources quelque part, mais un enfant de 6 mois qui est soit en allaitement exclusif, soit diversifié, soit biberon, ça ne joue en rien l'alimentation sur le sommeil, en rien du tout, tant qu'il a son apport calorique bien entendu. Du coup, pour quelqu'un qui s'est pas forcément projeté dans un allaitement hyper long, comment tu vis chaque mois qui passe en plus, qui continue, enfin tu te dis du coup, je vais m'arrêter quand j'en aurai marre, quand elle en aura marre, tu te dis quoi à ce moment-là? Bah, je me dis, passé le premier hiver, je me dis: «Bah, allez, on a tenu 3 mois, c'est bien, on peut peut-être aller jusqu'à 6». Je sais Mmh. pas pourquoi. Bah, une fois que tu dis: «Tu t'es battue, en fait, ça commence à Ouais. aller mieux», c'est dommage d'arrêter. En plus, à un moment, bah, elle refuse le biberon, donc tu dis, en fait, c'est un peu elle, qui décide que, bah, il y aura pas le choix. Après, peut-être que j'aurais pu forcer, arrêter l'allaitement et me batailler pour le biberon, mais j'en avais pas envie. Mmh. Voilà. Donc on continue comme ça et puis après, bah, revient un autre hiver, je me dis: «Allez». Ah oui voilà, pour les anticorps, pour Pour éviter les d'aller chez le anticorps, pédiatre, voilà. voilà. Donc et puis c'est vrai qu'elle était quand même, souvent malade, donc ça a été quand même plutôt, voilà, sécurisant d'avoir, au moins l'allaitement quand Ouais. elle était pas très bien. Et c'est vrai que, voilà, même au départ, ma maman qui me disait: «Bah non, tu vas pas l'allaiter quand même, longtemps, quand un bébé qui a des dents, ça allaite plus, quoi». Alors qu'elle m'avait allaitée, mais voilà. Mmh. Et puis finalement, même au bout d'1 an, 1 an et demi, elle me disait: «Ah mais c'est quand même bien que tu l'allaites là, parce qu'au moins, elle Ouais. mange», voilà. Donc voilà, Ouais, elle a ça a c'était perçu, d'une façon étrange par ton entourage justement, cet allaitement long? j'ai eu juste cette réflexion-là une fois de C'est ma tout? maman et puis en fait après je pense que c'était juste, je pense que les gens ça revient un peu les allaitements longs, mais ça se faisait Ouais. plus du tout. Non, c'est clair. Peut-être, dans certains milieux, peut-être un peu plus, on va dire hippie, je sais pas, ou alors c'est Mmh. la connotation qu'on avait un Ouais, petit oui, peu, oui. alors que maintenant en fait ça se voit dans tous les milieux, ça se voit, Mais moi je sais, il y a pas très longtemps encore, c'était extrêmement, ouais, pas très bien vu en oui. fait. Bah, en fait, ça revient, parce qu'il y a un moment, mais c'était au début du siècle, en fait, Mmh. allaiter, c'était pour les gens pauvres, c'était, Mmh. mettre tes enfants en nourrice et sinon on passait au biberon, quoi. Donc voilà. Mais non, moi, après, dans mon entourage, dans mon cercle d'amis, beaucoup ont allaité.
Pas forcément sur des allaitements longs, mais beaucoup ont allaité. Donc en fait, voilà, il y avait aussi tous ces Plutôt un modèles-là. soutien, ouais. Voilà, plutôt un soutien. Et puis, non, après, j'ai jamais, en tout cas, moi, j'ai toujours allaité partout et j'ai jamais eu de réflexion. Ouais. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas forcément à l'aise. On m'avait offert des choses pour cacher un peu la tête du bébé. Et en fait, ben, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Je me dis, bah non. Donc, j'ai allaité dans le train, j'ai allaité dans des lieux publics, dans la rue, au parc. Euh, Vraiment tout le temps, même quand on en avait des amis à la maison, et mon conjoint me disait tu veux peut-être leur demander s'ils sont OK. Et en fait, Bah non. non. En fait, mes mains, c'était devenu, voilà, c'est comme tu Non, sors un c'est biberon, clair. tu C'est sors ça. ton sein. C'est ça, voilà. Discrètement, mais voilà. Exactement. Tu... J'avais lu quelque chose là parce qu'il y avait la Manifeste été qui organisait là, au 15 juin un défilé et qui parlait de toutes ces fois où ça ne nous gêne pas de poser le regard ailleurs, notamment quand on croise des choses dans la rue qui nous mettent mal à l'aise, comme des gens sans domicile fixe, etc. Là, on n'hésite pas à détourner le regard. Par contre, une maman qui allaite, on n'arrive pas à faire la même chose, quoi. Donc, je trouvais ça enfin, ça m'a marqué. Et je me dis, en fait, c'est clair que les gens, s'ils veulent détourner le regard, ils peuvent le faire, quoi. Il n'y a pas de, Ah bah il y a oui. pas de souci. Donc bon. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de remarques. Ouais. Voilà. Non, mais Donc, tant mieux. et en fait, avec le temps, je me suis sentie de le faire. Et même quand elle était grande, et quand même, parfois, les gens peuvent dire, bah, moi, un bébé qui parle, on l'allaite encore. Voilà. Peut-être qu'ils en ont pensé des choses, mais on m'a jamais rien dit. Mais est-ce que tu as rencontré ces gens qui te disaient, parce que forcément, si ton bébé ne dormait pas, tu étais fatiguée, et quand tu parlais de ta fatigue, ils te disaient, il faut que tu arrêtes l'allaitement? On m'en a parlé, oui, on m'a dit de toute façon un bébé allaité, il dort pas. Même d'autres mamans hein, qui n'ont pas allaité, qui disent bah oui, moi il dort bien, mais parce qu'il est au biberon. Puis on se rend compte qu'en fait finalement il dormait bien au début. Et puis c'est venu après, Voilà. les Il réveils. n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Puis il y a des bébés allaités qui dorment bien. Puis voilà, j'ai plein aussi de mamans avec des bébés qui ne dormaient pas et il y a eu un sevrage, ils ne dormaient pas pour autant. Et c'est ce qui s'est passé pour Léonie. Elle a fait ses nuits là à 4 ans et demi. Et encore, Je connais une maman qui allaitait sa fille exclusivement voilà, jusqu'à 3 mois. Et puis après, je crois qu'elle faisait du tir-allaitement, enfin, du coup, encore exclusivement. Mais je crois qu'elle a réussi à allaiter jusqu'aux 6 mois de sa fille. Sa fille a fait ses nuits à 3 semaines. Donc, il n'y a pas de règle, il y a juste de la chance. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de génétique dans le sommeil et de ce que j'ai lu. Et voilà. Et je sais que moi, j'ai fait mes nuits à 5 ans. Ah bah tiens, voilà. Ok. Les chiens font pas des chats, quoi. Voilà, le papa fait ses nuits à 1 mois, mais apparemment, il n'a pas transmis. Voilà, il n'a pas transmis ces gènes-là. C'est ça. Et donc, ok. Et comment se passe le sevrage alors, d'un si long allaitement? Alors, étonnamment bien. J'avais peur que ça soit un petit peu... voilà. Alors, c'est vrai que j'ai allaité longtemps aussi parce qu'après, il y a eu le Covid, on était confinés. Donc, franchement, quel est l'intérêt d'introduire un biberon Aucun, c'est clair. Quand tu es chez toi tous les soirs parce que tu n'as pas le droit de sortir. Donc, ça allait très bien à cette période-là aussi. Et du coup, en fait, l'allaitement, la fin de l'allaitement, j'en avais un petit peu marre. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est qu'à l'époque, il fallait qu'on se fasse vacciner contre le Covid et que quand on allaitait, on ne pouvait pas se faire vacciner. Ah, ok. Et donc, ça me donnait un peu, j'ai envie de dire, une excuse. En tout cas. Surtout à ce moment-là de doute, un petit peu. À ce moment où tout le monde était parano, on disait non, mais il faut vraiment qu'on se fasse. En plus, on ne pouvait rien faire. Si on n'était pas vacciné, tu étais encore plus bloqué. Donc, voilà, on était déjà à 27 mois. Je m'étais dit, allez, allons-y. Et donc, j'ai arrêté de. Je crois que j'ai dû commencer par la nuit. Où c'est le papa qui a été en fait à chaque fois qu'elle pleurait faire des câlins, la recoucher, puis ça a marché et après la journée on a espacé les tétés puis en fait assez rapidement ça a été ok, elle a pu demander à téter parce que c'était vraiment des tétés câlins sur la fin. Tu lui en as parlé? Tu l'as verbalisé ou pas? On verbalisait, on expliquait que pour la nuit on disait la nuit on fait dodo, le jour on mange mais la nuit on dort, voilà. Ok. On l'a fait et c'est plutôt bien passé, c'est passé assez rapidement. Puis en journée, c'est passé aussi. Déjà, elle était chez la nounou aussi, donc elle tétait plus la journée. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, le week-end, elle revenait à téter presque toutes les heures. Ah ouais? Ah ouais, elle demandait à téter toutes les heures. Mais des mini-tétés, hein. Mais c'était c'était un peu usant. Elle sollicitait beaucoup. Donc, on arrivait, comme c'était vraiment pour faire des câlins, on arrivait à détourner l'attention, à faire autrement. Et finalement, ça s'est bien passé. Ok. Et, voilà. Et toi, comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai bien vécu. Je pense que j'étais arrivée au bout de cette aventure. Et comme c'était un peu... Voilà, comme c'était très...
elle demandait beaucoup d'attention. C'est vrai que c'était pas plus mal de pouvoir arrêter cet allaitement et ça permettait aussi de pouvoir faire des choses que je faisais plus. Donc Mmh. sortir, Voilà. Mmh. sortir, pouvoir, voilà, la laisser plus facilement aux grands-parents, pouvoir la laisser une nuit, ce qui était pas possible avant parce Mmh. qu'elle tétait, beaucoup. Voilà, donc ça c'est pas voilà, il y a pas eu de de nostalgie particulière. Mmh. Ça s'est arrêté vraiment, je pense, au bon moment. Ouais, et tu vois, ça me fait penser, tout à l'heure, tu disais, les gens qui allaitaient il y a très longtemps, c'était plutôt les populations pauvres. Mmh. Il y a aussi le fait que quand il y a eu un peu la révolution féministe, on va dire dans les années, je dirais 70-80, il y a aussi l'introduction du biberon qui a un Mmh. peu permis également de rééquilibrer les rôles entre le père et la mère. Aujourd'hui, on en revient avec le fait que peut-être qu'allaiter, c'est aussi un pouvoir et un acte Mmh. féministe. Donc ça sera intéressant de débattre de ça dans un autre épisode. Mais du coup, j'en parlais avec dans le premier épisode de toute cette dualité, de se dire en fait, ça nous contraint forcément en tant que femme, en tant que mère, et donc a fortiori en tant que femme. Comment tu l'as vécu, toi, ce fait que forcément, il y a eu un déséquilibre qui s'imposait du fait que toi, tu allaites ton enfant? Est-ce que du coup, le papa, il compensait sur d'autres aspects? Comment tu as Ah, vécu ça et organisé ça si tu alors, as ressenti le besoin de rééquilibrer les choses? moi, j'ai pas ressenti le besoin. Après, certains diront que j'étais un peu trop fusionnelle peut-être. Ouais. Voilà. Après, voilà, j'avais beaucoup de mal à la laisser. Je pense que c'était, voilà, c'était, voilà, très fusionnel. Donc le papa a quand même, je pense, je suis pas sûre que ça soit du fait de l'allaitement, hein, mais il a eu du mal à trouver sa place quand même, pendant longtemps. Même après l'allaitement, hein, Léonie, elle a repoussé son papa jusqu'à au moins ses 3 ans, je pense. D'accord. Il pouvait voilà, c'était très compliqué, qu'il lui fasse prendre le bain, qu'il la fasse manger, qu'il la couche, elle refusait, tout. Heu, alors, voilà, je sais pas si c'est l'allaitement, si c'est ou Je pense pas. que c'est des choses que tu vois, même sur des enfants qui sont pas Oui, allaités et puis il y a jusqu'à des 27 enfants mois. allaités qui sont très proches de leur papa et qui repoussent leur Oui. maman sauf Mm, pour mm, mm. téter. Voilà, voilà, il y a pas de règle non plus. Donc moi j'ai pas eu besoin de ouais, moi ça m'allait, même si peut-être avec le recul, je pense que il aurait peut-être fallu faire différemment, mais ça s'est fait comme ça et puis voilà. Mais je sais voilà, c'était plus difficile pour papa, mais je suis pas sûre que ça soit lié à l'allaitement. Ouais, Voilà, ok. parce que voilà, après il y avait plein d'autres moments où ça pouvait être, le papa peut prendre sa place dans plein d'autres, Mm, moments. tout à fait. Il y a quand même eu des biberons quand elle était plus petite puisqu'il y avait du tiers-allaitement. Mais voilà, c'était, ça je suis pas sûre ouais, ça déséquilibre un petit peu, mais finalement je pense que les mamans, elles font aussi beaucoup de choses, qu'il y ait allaitement ou pas, il y a un Oui, de toute déséquilibre. façon, le déséquilibre, c'est clair. Je crois que de toute façon, la maternité, on se rend compte que là, il y a clairement un gros déséquilibre de toute façon entre le papa et la Mmh. maman, quoi qu'on en dise, et même si ça a globalement tendance à s'améliorer. Mais Voilà. Bah, rien que du fait que, bah, maintenant, il y a quand même, 1 mois de congé, oui, paternité. Bah, pour Léonie, ça avait pas été c'était on était encore aux 10 aux jours, 10 jours, aux 11 jours. Mais forcément, du coup, ça crée forcément un bien déséquilibre, sûr. tout de suite parce que c'est il y a un gros un gros manque du papa dès le début, quoi. C'est que ça. Et Voilà. est-ce que Léonie, elle se rappelle de l'allaitement? Pas du tout, C'est vrai? pas du tout. Alors c'est marrant parce que, voilà, quand elle voit son frère, téter, elle trouve ça trop bizarre. Elle dit: «Ah moi j'aime pas le lait, je déteste ça». Donc c'est vrai qu'elle aime pas le lait, mais le lait maternel, elle aimait bien. Oui. Elle s'en souvient pas du tout. Pas du tout, elle trouvait même ça un peu bizarre. Donc comme quoi D'accord, ouais. Ouais, elle s'est vue en photo, tout ça, elle s'est vue en mais elle se photo rappelle parce qu'on pas. a Ouais. pris des photos pour garder les souvenirs, voilà, qu'elle a Mais elle se tété rappelle pas longtemps. du tout. Non, elle se rappelle pas du tout. Et il y a un truc dont tu m'as parlé quand tu as fait ton témoignage Ouais, écrit d'abord. Tu m'as parlé de la prise de poids post-allaitement. ouais. Moi, j'en ai fait la triste expérience aussi. Mais Mmh. ça, c'est vrai qu'on en parle très peu. On parle souvent de l'allaitement, c'est génial. Ça fait perdre son poids de grossesse très vite, Oui. ce qui est vrai. Il y a aussi l'épuisement aidant. Mais c'est vrai qu'on parle très peu de la reprise de poids. Et pour toi, ouais, comment tu l'as vécu? Enfin, tu as eu un rééquilibrage alimentaire à faire, etc. C'est ça qu'on dépense énormément de calories quand Ah on oui. allaite, et même quand on allaite un bambin, en fait. Mmh. C'est un truc de fou. Et voilà, et maintenant que tu le dis, c'est aussi pour ça aussi que je voulais arrêter, c'est que je perdais beaucoup de poids. Mmh. J'avais perdu j'étais vraiment en dessous de mon poids, De forme. de forme.
Déjà, je dormais pas, c'est un bébé qui se réveillait beaucoup. Et du coup, j'avais quand même perdu beaucoup de poids et je continuais à perdre. Et donc, j'étais quand même pas mal fatiguée. Et donc, quand j'ai arrêté, j'ai repris 10 kilos en un an. Ok. Alors après, j'ai toujours eu un bon appétit, mais du coup, quand t'allaites, quand même, tu Tu manges énormément. manges énormément. Quand j'allaitais Léonie, en plus, elle t'était quand même souvent. Si je mangeais pas toutes les 4 heures, j'étais en hypoglycémie, je faisais des malaises, j'étais vraiment pas bien. Et je pense que j'ai gardé ce rythme un petit peu. Ouais, Parce que normal. quand j'ai arrêté d'allaiter, elle dormait toujours pas. Donc j'étais toujours Oui, aussi oui. fatiguée. Donc je compensais en mangeant. Et donc voilà. Donc non, j'ai pas fait de rééquilibrage alimentaire. Euh, donc j'ai pas beaucoup perdu ces 10 kilos. J'en avais perdu beaucoup. Hein, donc en fait, j'étais pas au-dessus de mon pas beaucoup Oui, au-dessus voilà, de mon c'est poids de ça. base. Hein. Mais j'étais un peu plus Il y avait au-dessus. quelques kilos qui étaient les bienvenus quand Voilà, même. j'avais quand même au moins 5 kilos en moins. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'en fait, voilà, il faut rééquilibrer. Puis en fait, il y a la fatigue aussi qui joue beaucoup. Donc, C'est ça. essaie de prendre des forces là où tu peux. Mais c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement, ces 10 kilos. Voilà. Mais il y a des mamans, ouais, c'est vrai que pour récupérer son poids, effectivement, l'allaitement, ça marche pas avec toutes les mamans. Hein. J'ai des copines qui, avec l'allaitement, prennent beaucoup de poids. Ah bon? Ouais. J'en ai une. Ça, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Donc, pour une fois qu'il y a un avantage, c'est vrai que ça. c'est quand même, même si voilà, il y a rien qui presse, etc. Moi, je me rappelle, en plus, ça vient pas tout de suite, hein, mais je me rappelle quand même, au bout de 3 mois d'allaitement, de pouvoir remettre un jean. Tu te dis, bon, ok, c'est quand même cool parce que rester en legging au bout de 3 mois, déjà, quand t'as toujours de la bave ou du régurgie sur toi, tu te dis, bon, moi, être dans un jean, te sentir mieux dans ton corps, sentir un peu plus légère, même si tu retrouves pas ton poids d'avant-grossesse, ça fait du bien au moral. Alors, si en plus t'allaites et que ça repart dans l'autre sens, alors là, c'est dur moralement, quoi. Ouais. Non, la vie est injuste parfois. Ouais, ça, c'est pas cool. Ok, et du coup, 5 ans plus tard, C'est ça. on a le petit Timothée qui arrive. C'est ça. Et là, tu te dis, on fait la même. Je dis ouais. Alors, je me dis pas ouais, je me dis Ouais. je me dis je l'ai fait pour Léonie, il faut que je le fasse pour son frère. Ah ouais. Ouais. Tu vas pas avec un entrain Je me dis plus que ça. franchement, je sais pas, je me suis dit c'était quand même contraignant. C'est quand même contraignant parce que tu fais quand même attention. En tout cas, moi, je fais attention à ce que je mange. Je vais pas manger de bonbons, je vais pas manger de soda. Bon, déjà, dans base, mange pas beaucoup, mais je fais hyper attention à mon alimentation. Tu bois plus d'alcool, en plus de la grossesse. Bon, c'est pas dramatique non plus. Hein. Tu as un mode de vie hyper sain. Mais parfois, après 9 mois de, de grossesse, tu as envie de te lâcher un peu. Et là, tu te lâches un peu moins. Et voilà, ça avait été quand même assez contraignant pour Léonie, mais je me suis dit... Et puis en fait, le fait qu'elle n'ait pas pris de biberon, ça nous avait quand même un peu compliqué la vie. Oui. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et je me dis, je l'ai fait pour Léonie. Je considère quand même que c'était la meilleure chose pour elle, donc je vais le faire pour son frère. Et du coup, c'était pas du tout le même allaitement. Finalement, ça n'a pas été très simple non plus, mais en tout cas, dès la maternité, ça a commencé super bien. Donc, je me dis, ça y est, c'est cool, ça roule. T'as trop bien, le gros soulagement, déjà, il a bien pris, tout ça. Tu te dis, bon, dès moi, la ça se met bien en place. d'accueil, il a tété pendant 1 heure, directement. Donc, je me dis, super. Et donc, c'est un bébé qui a repris son poids de naissance 24 heures après sa naissance. Waouh, ok. Donc, voilà, il avait même... on est sorti au bout de 48 heures et il avait déjà pris du poids. Il était au-dessus de son poids de naissance. Donc, c'était vraiment un bébé qui tétait beaucoup. Mais qui avait aussi déjà beaucoup de régurgitation, comme sa sœur. Voilà. C'est les bébés avec des bavoirs, c'est sur toutes les photos. Je connais. Voilà. Donc, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille un peu plus rapidement, mais voilà. Donc, on a un bébé qui prend beaucoup de poids, très vite. Donc, c'est aussi un signe d'alerte sur tout ce qui est, on va découvrir après, tout ce qui est allergie alimentaire, reflux. Donc, en fait, au début, tout est ouvert. Ouais, tout est ouvert parce qu'il tète bien, c'est pas douloureux du tout, ça se met en place nickel. Mais on a à côté de ça quand même un bébé qui pleure beaucoup. Alors on met ça, les coliques. Et puis, un bébé ça pleure. Voilà, un bébé ça pleure. Et puis on dit c'est juste un autre caractère que sa sœur, parce que Léonie ne pleurait jamais. Léonie, dès qu'on l'avait dans les bras, elle pleurait pas. Il fallait juste qu'on l'ait dans les bras tout le temps. On l'ait en portage tout le temps, mais elle pleurait jamais sinon.
Alors Timothée, même dans les bras, il hurle, il peut hurler la nuit, il hurle la journée. Donc je revenais à redouter les jours comme les nuits parce que en fait c'est un bébé qui pleurait beaucoup. Et au bout d'un moment quand même, on passe quand même l'âge critique des coliques et on se dit bon c'est pas ça quoi. Au bout d'un moment, il faut... C'est quoi l'âge critique des coliques je pour crois que toi à les peu près? coliques, je crois que voilà, c'est vers 2-3 mois et puis à un moment ça s'arrête quoi. Ouais. Et là, ça s'arrête pas. Il continue de pleurer. Et puis voilà, c'est un bébé qui a beaucoup de gaz, qui est assez constipé, qui régurgite toujours beaucoup. Donc j'en parle au médecin traitant, qui me dit bah non, voilà, tout va bien. Il prend du poids, tout va bien. Mmh. Donc il grandit bien, donc ça va. Donc je passe mes nuits sur les forums Facebook, Mmh. sur les groupes Facebook de bébés reflux. Voilà, pour trouver ce qui va pas, parce que je sens qu'il y a un truc qui va Bah, pas. surtout s'il exprime une gêne, c'est Voilà. quelque chose qui va pas, Et quoi. puis vraiment, c'est un bébé qui hurle, qui se jette en arrière. J'avais des bleus sur les Mmh. bras à force de Ah me prendre ouais. des coups parce que vraiment, il se débattait, il se jetait en arrière. Donc, Au donc moment de la prise du sein, du lait ou même à d'autres non, moments? à distance. Ok, À distance, et c'est le sein qui le calmait un peu. d'accord. Mais du coup, c'était un cercle vicieux puisque Mmh. a priori, c'était mon lait qui faisait qu'il avait mal au ventre et donc en fait, donc il tétait pour se calmer, donc il avait de nouveau mal au ventre, donc voilà. Donc à force de chercher, d'écumer les groupes, j'ai pensé au reflux, j'en ai parlé à mon médecin, qui m'a dit bah faudrait peut-être le mettre sous Inexium, donc un anti reflux. Mais il était trop petit pour. Je crois que maintenant, avant 1 an, il faut que ça soit un gastropédiatre qui D'accord. prescrive et plus un médecin classique. Donc le temps d'avoir un rendez-vous, donc je continue de chercher. Et donc là, je prends rendez-vous avec une ostéopathe spécialisée en. Alors j'avais déjà vu 2 ou 3 fois une autre ostéopathe après la naissance pour justement tout ce qui est lié à la naissance. Ouais. Et là, je vais voir une ostéopathe qui est spécialisée dans les freins de langue, en me disant, il y a peut-être ça aussi, on va faire vérifier. Et donc, je lui en parle et je lui dis, moi, j'ai parlé de reflux et je cherchais la cause du reflux parce qu'en fait, mettre un bébé sous antiacide, voilà, directement, mais à un moment, il faut trouver pourquoi il y a ce reflux. Et j'avais pensé, à force de chercher des groupes, à tout ce qui était aux protéines de lait de vache, aux intolérances, aux allergies. Et le même médecin m'a dit non, ça peut pas être ça parce que ça passe pas dans le lait maternel, le lait de vache, les protéines de lait de vache. Et elle me dit c'est pas la peine de faire une éviction, ça servira à rien. Donc j'en parle à l'ostéopathe qui dit peut-être quand même ça vaut le coup de faire au moins 1 semaine sans protéines de lait de vache et vous verrez bien. Donc je fais et en fait au bout de 3 jours mon bébé ne hurle plus. Voilà. Et donc je me dis C'est ouf d'arriver avec ton diagnostic, qu'on te dise non, tu dis je vais quand même le faire et puis que ça fonctionne. Voilà. Quoi. Ok. Et c'est vrai que j'ai appris par d'autres amis médecins qui m'ont dit effectivement, normalement, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS, quand il y a un reflux, dans le tableau décisionnaire, c'est directement éviction des protéines de lait de vache. Donc encore quelqu'un qui était bien à la pointe. Voilà. Sur Alors après, moi j'ai un veille. médecin traitant et c'est pas un pédiatre. Oui. Donc forcément, voilà. Je me suis dit, est-ce que c'est peut-être une erreur? Mais bon, après, de tous les témoignages que j'ai lus, pédiatre, pas pédiatre, forcément, c'est pas forcément mieux. Mais voilà. Donc en fait, on a arrêté tout ce qui est protéines de lait de vache. Et là, j'avais un bébé qui arrêtait de hurler, de se tordre de douleur. C'était pas tout rose non plus, mais en tout cas, on avait mis enfin le doigt sur ce qui le faisait hurler depuis au moins 5 mois. Donc là, après, on a eu des consultations avec gastropédiatre. J'ai vu un autre ostéopathe spécialisé en pédiatrie. J'ai fait 2 allergologues. Ah oui. Voilà. Et donc, parce que c'était quand même pas non plus tout rose. Donc, mais c'est vrai que voilà, l'ostéopathe nous a beaucoup aidé pour tout ce qui était constipation. Et après, en fait, on a creusé aussi avec la deuxième allergologue. Parce que la première allergologue ne voulait pas creuser. On ne peut pas être allergique à plusieurs choses quand on est bébé. Ah bon? Voilà, Ok. apparemment. Mais donc mon fils avait d'autres allergies alimentaires. Il est allergique aussi au kiwi, à la cacahuète, et voilà. Il ne supporte pas l'œuf non plus. Il faut les identifier, ça c'est une galère. Ah ouais, c'est une galère monstre. C'est une galère monstre. En fait, il faut arrêter de consommer les aliments un par un et voir ce qui... Ça peut prendre des mois, quoi. Ouais.
Et tu dis, mais en fait, c'est hyper difficile à identifier. Un jour, je me suis dit, je vais manger plus que des pâtes et des haricots verts pendant un mois. Et voilà. Juste pour Et avoir un peu ce répit. voilà. Et pour voir un peu ce qu'il réintroduire au fur et à mesure, je ne savais plus quoi manger, je ne savais plus Et quoi la enlever. deuxième allergologue, est-ce qu'elle t'a aidé un peu Elle plus m'a aidée parce qu'elle a fait des prises de sang. Alors, c'était pas très cool chez un bébé, mais en fait, au moins, on a vu certaines allergies. Donc, on a enlevé des choses. Ça te fait gagner un peu de temps, Voilà. quand même. On a vu une naturopathe aussi pour tout ce qui était allergie, pour nous aider à mettre en place un peu un régime alimentaire. du coup, et puis ouais. compenser aussi du coup, les évictions, parce qu'en fait, enlever des aliments, effectivement, ça le soulage, mais il ne faut pas qu'il y ait installé des carences. Et ça, c'est un peu compliqué, donc il ne faut pas le faire non plus n'importe comment. Parce que, et en plus, enlever des aliments s'il n'est pas allergique, ça peut créer des allergies, en fait, si tu prives dans l'introduction alimentaire. Si tu prives, nous, il y a l'œuf, il ne le supporte pas, mais du coup, c'est un allergène. Donc, si en même temps, tu ne le proposes pas, il y a des risques d'allergie, donc c'est assez compliqué. Et puis moi, du coup, donc Oui, parce qu'il faut faire la différence, effectivement, entre intolérance et allergie. Ouais, alors apparemment, les intolérances n'existent pas. Il y a les allergies immédiates et les allergies retardées, si j'ai bien compris. Les allergies immédiates, ça se voit dans les prises de sang. Okay. Les allergies retardées, ce qu'on appelait aussi intolérance, ça ne se voit pas dans les prises de sang. Ça se voit, en fait, le but, tu fais une éviction, ça va mieux, tu réintroduis, ça va plus, donc c'est bien ça. Donc moi, je n'ai pas introduit. Une fois que ça allait mieux, je ne suis pas risquée à faire tout repartir en cacahuète, parce que franchement, c'était des nuits horribles. Franchement, des journées très difficiles. Ouais. Voilà. Donc ça a été un long parcours. Et voilà, ça s'est stabilisé un peu plus tard quand même. Une fois qu'on avait évité, on a évité pendant 6 mois tout ce qui était fruits à coque, cacahuètes, soja, bœuf, donc toutes les protéines de lait. De lait de vache ou toutes? Okay. Toutes, parce qu'il y a tout ce qui est allergie croisée, donc tout ce qui est proche en fait de protéines de lait de vache. Donc ça va être les viandes de bœuf, les viandes de mouton, le soja. Et toutes les protéines chèvre et brebis, tout ça. Ouais, non, on s'imagine pas là. Voilà, donc ça fait... donc tu revois pas mal ta façon de cuisiner. Oui, j'imagine. Voilà. Mais comment enfin, je veux dire, aujourd'hui, comment tu fais? Enfin, il y a toujours ces intolérances à l'âge qu'il a, ou ça va mieux? Il y a des choses, on a pu réintroduire kiwi, cacahuètes et tout ce qui est fruits à coque. Ouais. Pour l'instant, on est toujours en éviction des protéines de lait, donc tous les laits. Toujours du bœuf et de l'œuf. Et le soja, plus ou moins. Voilà, je fais... En tout cas, lui n'en mange pas et moi j'en mange très peu, parce qu'avec l'allaitement, c'est quand même pas non plus hyper conseillé, apparemment. Voilà, donc on limite vraiment. Mais on réintroduit, j'ai déjà essayé 3 fois de réintroduire les protéines de lait de vache, ça n'a pas fonctionné. On est revenu très très vite en 1 semaine sur un bébé qui est vomi dans son lit, qui pleure, qui se tord de douleur. Horrible. Donc voilà, on espère pouvoir réintroduire. De ce que j'ai lu, beaucoup de témoignages, en général vers 3 ans, ça revient. Ma sœur aussi était petite allergique aux protéines de lait de vache, et donc elle a pu réintroduire plus tard. Après, ça reste, de ce que j'entends, des adultes qui tolèrent pas très bien tout ce qui est produits laitiers au final. D'accord. Ils peuvent en manger, mais peu. Voilà, donc j'ai bon espoir que ça passe, surtout avant la collectivité, avant l'école. C'est ça. Parce que là, nous, pour la nounou, on prépare tous les repas. Voilà. C'est une organisation. Voilà. Ok. Et puis voilà, la vie de famille, après on s'habitue. Là, ça fait un peu plus, ça va faire presque 1 an et demi qu'on a ce régime-là. Donc on s'habitue, on trouve d'autres recettes, on cuisine différemment. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est vie sociale, ça gêne un petit peu, parce que finalement, effectivement, pour aller quand tu es invité, il ne faut pas qu'il y ait de beurre, pas qu'il y ait de crème, il ne faut pas qu'il y ait de fromage. Tu peux pas manger de charcuterie, tu peux pas manger, voilà. Donc ça complique un petit peu. Waouh. Et là, suite à tout le parcours que tu as fait, si tu rencontrais une maman là qui vit ou des parents plutôt qui vivent la même chose, qu'est-ce que tu leur conseillerais dans le parcours de soins, vers qui se tourner? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Donc tu disais ostéo, allergologue, et puis naturopathe plutôt, qui sont bien ressortis? Ouais, l'ostéo, un bon ostéo, vraiment.
en pédiatrie, hein, vraiment, qui Ouais. est formé chez les Parce nourrissons. que là, c'est marrant parce que l'ostéo, je sais pas si tu as vu, mais c'est un petit peu. Il y a, alors je sais plus quel organisme de médecine, hein, l'ordre des médecins, je sais plus, bon, je retrouverai la source Ouais. exacte, mais c'est ma pédiatre qui m'en a parlé, qu'a priori ils ont statué sur le fait que l'ostéopathie n'était plus du tout conseillée pour les nourrissons, en tout cas Ah sur ouais? la première année, et qu'au mieux, il ne faisait pas de mal. Au mieux. Ah ouais. Et en fait, je trouve ça assez ahurissant quand on voit que ça peut aider quand même sur pas mal d'aspects. Ah ouais, moi, ça a été miraculeux. Miraculeux. C'est Bon, bah, vraiment ce qui écoutez, l'a aidé le faites-vous plus. votre opinion Voilà, alors. c'est Et ça. allez-y, voilà. Si vous avez plus de. Enfin, Mais il bon, faut faites-vous trouver votre un opinion. bon ostéopathe Ouais, bien sûr. qui est bien formé. Moi, j'en ai trouvé un vraiment qui voit que les cas désespérés du secteur. Oui. Voilà. Alors, c'est assez impressionnant parce que c'est pas en douceur. Il leur fait pas mal, hein, mais pour les enfants, c'est quand même. Les bébés, on sent que voilà, c'est inconfortable, mais après, c'est tellement derrière, on voit tellement le bénéfice. Voilà. Et puis, il était vraiment à l'écoute, en fait. C'est surtout, en fait, il faut trouver, je pense, il faut trouver un professionnel à l'écoute et qui croit, qui t'écoute et qui te croit quand tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est vraiment j'ai un ostéopathe qui m'a dit, bah oui, effectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas l'allaitement. Et en fait, là, c'était mon lait le problème, mais en fait, c'était pas. Il y avait une façon autre que l'arrêt de l'allaitement pour y remédier, parce qu'en plus, on m'a dit passer au biberon et lait artificiel, il était allergique en fait, donc ça aurait été pire. Donc il a refusé. On n'est jamais passé au biberon. Ouais, mais ça Timothée n'a ouais. jamais pris de biberon. Voilà, il a tout refusé. Donc Lui aussi. lui aussi. Mais disons que Léonie en avait pris 2 mois. Lui, il n'a jamais voulu prendre le biberon de sa vie. Voilà, avec n'importe quel lait. Mais donc là, on est. Mais bon, on avait été déjà passé par là, donc on n'était pas inquiets. Comment tu fais alors quand tu lui mets en garde pour. Yaourt. Mais yaourt aussi. Au lait de coco, du coup. Voilà. Non, et puis on a trouvé des solutions pour tout. Voilà, il y a des yaourts aussi avec des hydrolysats. Il y a des yaourts spéciaux que je commande sur Internet dans des pharmacies spécialisées. Des yaourts pour les bébés allergiques aux protéines de lait de vache. Ok. Il a mis du temps à les accepter, mais maintenant il les mange. Donc voilà. Donc aussi, ça, c'est rassurant. Je me dis que quand je voudrais arrêter l'allaitement, il aura ses apports. Et voilà. Parce que, voilà, il continue à prendre du poids. Mais c'est vrai qu'avec tout ça, de temps en temps, quand il a mal au ventre, il tète moins. Donc, il perd du poids. Donc, il y a toujours ça aussi qui est un peu angoissant. Ouais, c'est pas évident. Non. Vraiment, En tout cas, merci pour ce témoignage parce que je pense qu'il y a énormément de mamans qui sont dans ce cas-là et qui savent juste pas quoi faire, vers qui se tourner. Moi, je sais pas la première fois que je l'entends et du coup, c'est hyper important d'en parler. Et ce que je trouve aussi rassurant, c'est que quand moi je t'ai vu allaiter ta fille, ça avait l'air d'être tellement facile pour toi. Enfin, franchement, d'extérieur, je me disais, mais ça a l'air tellement simple, tellement facile. Et quand moi, j'ai galéré avec mon premier allaitement, je me disais, et avec le deuxième aussi, mais du coup, je me disais, le deuxième, je me suis dit, c'est normal de galérer. Tu te dis tellement, en fait, c'est toi le problème. Donc, en fait, voilà, juste le petit message, c'est normal de galérer. On galère toutes. Et il y en a bien sûr pour qui ça roule, hein, il y en a toujours, mais globalement, c'est pas l'écrasante majorité, globalement. Non. Même si c'est naturel, ça ne coule pas de source. Je propose de passer au petit oracle. Oui, allez, avec plaisir. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des merveilleuses qui a été fait par Julia Simon. Je vais te distribuer les cartes sur la table. Tu vas pouvoir les observer, peut-être soit formuler une intention pendant que je les positionne, soit poser une question. C'est soit une carte qui va t'appeler quand tu vas voir sur la table comment elles sont disposées. Il y en a peut-être une qui va ressortir du lot. Et puis je t'invite en fonction, quand tu te sentiras prête à la prendre, à y aller avec la main avec laquelle tu n'écris pas. Donc si tu es droitière, prends-la avec la main gauche. Si tu es gauchère, prends-la avec la main droite. Ça marche. Quand tu veux, tu peux y aller. Vas-y. Ça retourne. Signe. Alors, je vais voir dans mon petit... Tiens, c'est marrant parce que j'ouvre le livre des significations et je tombe tout de suite sur la bonne page. Signe. Tous les signes que je reçois me confirment que je suis guidée. Vous êtes soutenu dans chaque domaine de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez souhaité vous le rappeler dans votre quotidien. Cette carte vous invite à voir les signes de la vie et les synchronicités. Par exemple, si vous voyez des plumes par terre, c'est un merveilleux signe de l'univers qui vous assure que vous êtes sur le bon chemin.
Cela peut être également des successions de chiffres que vous voyez sur votre téléphone ou sur des plaques d'immatriculation. Enfin, cela peut être une personne à qui vous vouliez parler, qui vous appelle quelques minutes plus tard. À chaque signe que vous rencontrez, prenez une grande respiration, connectez-vous à votre cœur et dites simplement merci. Les coïncidences autour de vous se multiplieront et vous vous rappellerez qu'il n'y a pas de hasard. Vous verrez ces différents signes à travers des nombres, des objets, des animaux, des chansons. Accueillez ces messages. Ne serait-il pas merveilleux de poser une intention claire à l'univers pour qu'il vous envoie des signes? Observez tous les éléments qui se présentent à vous. Donc là, de nouveau, on te rappelle, les plumes, les cœurs, les arcs-en-ciel, les animaux. Ils vous confirment que vous êtes bien sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Pas mal, hein? Pas mal, Pas ça mal. me plaît. Ça te va de finir là-dessus? Impeccable. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose en particulier ou juste un message positif? Bah, je me dis, non, ça me fait penser que quand tu dis que quelqu'un me guide, j'ai perdu à chaque fois un de mes grands-parents pendant mes grossesses. Ah, Et donc, je me dis qu'ils sont pas loin. ok, ouais, ça te fait un petit, ça te fait écho. Ça me Ok. fait écho. Merci de partager ça avec nous, Je Mathilde. t'en prie. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le 2e épisode du podcast Sororitété. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sororitété.